Bonjour à toutes et à tous. Bienvenue dans Smart Future. Smart Future, c'est l'émission de l'innovation. On découvre comment les entrepreneurs, les chercheurs, les scientifiques inventent aujourd'hui le monde de demain. Voici le sommaire. La voile est-elle l'avenir du transport maritime de marchandises? Face aux défis environnementaux du secteur, de nombreux acteurs travaillent sur ces nouveaux cargos à voile. Vous les découvrirez juste après ces titres. Dans Smart Money, on analysera le marché des fintech qui grignotent toujours plus de parts de marché aux banques et assurances traditionnelles. Smart Connect, c'est notre chronique sur les coulisses, les mutations du e-commerce, avec aujourd'hui le marketing conversationnel, les chabots de BotFuel. Et puis dans notre seconde partie d'émission, on va relever les défis de l'école de demain, pédagogie, technologie, les robots ou les humains qui seront les meilleurs professeur, réponse tout à l'heure dans Smart City. Mais d'abord, comme promis, on monte à bord de cargo sous SPI. Ah oui, ça existe. Bienvenue dans le futur. La voile est-elle l'avenir du transport maritime de marchandises? Voilà le thème du sujet de la semaine. Et pour découvrir ceux qui innovent en la matière, j'accueille Guillaume Legrand, bonjour, fondateur et directeur de TOWT, T-O-W-T, c'est le nom de votre entreprise. Bonjour, Romain Gransart, bonjour, directeur communication, marketing et gestion de projet chez Airo. Et puis avec nous en visioconférence, Bertrand de Rennes, qui est secrétaire général de l'AFCAN, de l'Association française des capitaines de navires. Bonjour, est-ce que vous m'entendez bien? Est-ce que la liaison est bonne? Bonjour monsieur, je vous entends bien. Bon, c'est parfait, à tout de suite. Une information que j'ai trouvée d'ailleurs sur le site de l'AFCAN sur la pollution du transport maritime, 3% des émissions de gaz à effet de serre aujourd'hui, prévision 2050, 17% des émissions de gaz à effet de serre si rien ne change. Le retour à la voile, c'est évidemment l'une des solutions pour empêcher ces prévisions d'aboutir. Guillaume Legrand? C'est une évidence. Au large, le vent est abondant, contrairement à ce qu'on peut intuiter ou ressentir à terre. Il est aujourd'hui largement prévisible. On a des solutions de routage qui sont très très fines, très très bonnes. Et donc on n'a plus ni ce qu'on appelle la pétole, c'est-à-dire plus de vent ou les grosses tempêtes. Donc on sait parfaitement aller à une vitesse donnée qui est celle que les chargeurs, donc les clients nous demandent, et de façon très décarbonée. Donc le vent est très abondant, très prédictible, une véritable source première d'énergie. Elle est évidemment renouvelable et la voile présente le meilleur rendement. C'est-à-dire que pour capter ce vent et le transformer en vitesse d'une carène, donc d'une coque qui déplace beaucoup, qui est très lourde, c'est la meilleure façon que de capter cette énergie-là. On pourrait mettre des éoliennes sur des coques, ça marcherait beaucoup moins bien. Donc évidemment, le vent fait probablement partie d'un bouquet de solutions, mais en tout cas, il peut se traduire de façon commerciale, et c'est ce que nous, chez TOWT, on fait, dans une proposition de valeur qui est d'une décarbonation qui est drastique et qui peut être valorisée. Alors, chez TOWT, vous avez commencé par réhabiliter, entre guillemets, des vieux voiliers de fret, leur redonner une vie, mais là, ça y est, vous construisez des navires avec quelle technologie? Quelle option? Tout à fait. On a fait avant, on a utilisé ses ancêtres pour tout de même transporter de l'ordre de 1500 tonnes de marchandises aujourd'hui. On a pu labelliser, créer un label qui s'appelle Anemos. On a labellisé 1 million de produits. On arrive donc à créer un marché et l'émergence véritablement d'un levier de valorisation. Aujourd'hui, alors... ces nouveaux navires, je n'en suis pas encore aux annonces. J'en suis au fait qu'on a choisi un chantier qui est français, et donc on en est très content. Suite à une procédure d'appel d'offres qui a duré 6 mois, depuis juillet dernier, c'est un navire de près de 4000 mètres carrés de toile qui transportera près de 1200 tonnes de marchandises à près de 11 nœuds, c'est-à-dire qu'on traverse l'Atlantique en 12 jours. On mutualise toutes les technologies fiabilisées qui existent, c'est-à-dire ça va être des enrouleurs, ça va être des tubes, c'est des coques acier, c'est des gréements donc largement automatisés pour que, avec 7 marins, on puisse donc déplacer ce navire très rapidement, ainsi qu'avec 12 passagers. Et avec des voiles qui ressemblent aux voiles classiques, si j'ose dire. Des voiles de Dacron qui sont des voiles qui marchent quand même très bien, à toutes les allures, et ça c'est important, c'est-à-dire qu'on rentre dans le vent au près, mais surtout on sait très bien aller au portant. Je vous pose la question parce que quand moi je me suis penché sur ce marché du retour de la voile pour le fret, il y a plein de technologies différentes qui sont choisies, et notamment chez
aéro. D'ailleurs, vous êtes venu avec votre prototype de... alors, est-ce qu'on appelle ça une voile, une aile? Vous appelez ça comment, vous? Alors, on appelle ça une aile de propulsion, une aile articulée, qui utilise tout simplement les principes de l'aéronautique. Puisqu'une aile d'avion, par rapport à des voiles conventionnelles, est à peu près 2 fois plus performante en termes de propulsion. Donc, c'est un premier élément qui est rigide, avec derrière, en fait, un volet qu'on peut adapter et qui crée une fente permettant de refaire de l'écoulement et qui, selon nous, est extrêmement intéressante dans le transport maritime puisqu'il ne nécessite pas d'équipage additionnel. Elle est entièrement automatisée et donc elle ne nécessite pas non plus de compétences en termes de manœuvre de voile. Et il s'adapte parfaitement aux navires existants. Que ce soit c'est-à-dire que sur un vieux, entre guillemets, je me dis, vieux navire, vous pouvez rajouter ces voiles. Exactement. On peut venir, on appelle ça soudé à ponter, comme des grues de manutention par exemple, avec un renforcement structurel qu'on est capable d'estimer, à quai, donc sans sortir le bateau de l'eau. Et donc relativement simplement, on peut les adapter. Ça dépend des navires, de leurs contraintes, mais sur une très grande majorité des cas, c'est une solution extrêmement performante. Donc vous les appelez les Ocean Wings, c'est ça? Les Ocean Wings, exactement. Elles sont déjà prévues pour un bateau qui s'appelle le Canopé, c'est ça? Le Canopé, alors, tout à fait. Là aussi, on en est au stade de la construction? Là, ça y est, on a lancé donc le Canopé. Le contrat a été signé en novembre 2020. Le bateau sera livré fin 2022 pour le groupe Ariane. Et il transportera en fait les composants de la fusée Ariane 6 de l'Europe vers la Guyane française. Et le bateau est en cours de construction au chantier Neptune en Hollande, avec GIFMAR et Alizé, Zéphyr et Boré. Bon voilà, je voulais présenter vos projets respectifs pour commencer. Avant, vous l'avez déjà abordé, mais de poser la question des avantages et des faiblesses supposées de ce retour à la voile. Bertrand de Rennes, alors évidemment, ça peut sembler sur le papier comme ça rétrograde de se dire on revient à la voile pour faire avancer les cargos. Est-ce que vous pensez que c'est l'avenir de ce secteur? Ça peut être l'avenir à condition que les habitudes commerciales changent énormément. Parce que j'ai entendu un interlocuteur dire que la capacité de l'emport du navire sera 1200 tonnes. C'est un navire très très petit, excessivement petit par rapport à ce qui existe aujourd'hui. Donc si on veut toujours avoir des transports de masse comme on a actuellement, à des vitesses un peu élevées quand même en ce qui concerne les porte-conteneurs, eh bien la voile ne sera pas l'avenir à court terme, même à moyen terme, quoi. Il va falloir qu'on change notre habitude de vouloir des marchandises en masse importante et dans un délai assez court. Est-ce que ça peut, et on reviendra et je donnerai la parole à mes interlocuteurs ici sur ce plateau, mais je vous entends un peu en longueur, Bertrand de Rennes, est-ce que ça peut être aussi quand même une énergie d'appoint? On voit notamment cette idée de cargos qui ont des... alors ce ne sont pas des spies, ça ressemble plutôt à une voile de kitesurf qui vient... alors d'ailleurs, ça apporte quel pourcentage de l'énergie nécessaire aux cargos, ces voiles gigantesques là? Alors, ça fait déjà très longtemps qu'on a fait des essais avec des voiles, comme vous dites, de kitesurf. Alors, le pourcentage exact, je ne le connais pas, mais je dirais qu'il est aux alentours, il est entre 5 et 10%. Et ça ne peut être qu'un apport. Ça ne peut pas être le mode de propulsion principal à partir du moment où on atteint une certaine taille de cargo. C'est un peu le bémol que je voudrais apporter, même si je suis très favorable à ce retour de la voile, parce que effectivement, au niveau environnemental, c'est quand même très bien. Mais tant qu'on voudra des marchandises en masse et rapidement, il y a quand même des mentalités à faire évoluer et le besoin actuel ne correspond pas à la propulsion des navires à voile. Alors ça, c'est passionnant. Guillaume Legrand, c'est vrai que vous êtes en train de faire la démonstration, ou vous souhaitez faire la démonstration avec, parce que vous avez évoqué ce logo, ce label Anemos, ça permet aux consommateurs, parce que ce que dit Bertrand de Rennes, c'est qu'il faut que nos comportements de consommateurs changent pour que la voile puisse s'imposer. Vous dites, on a un logo qui informe le consommateur que son produit a été transporté sur un bateau à voile, quoi. Si on commence par se dire que le futur sera l'image du présent, que le présent sera l'image du passé, que rien ne change, à ce moment-là, rien ne change. Et commandant, vous avez tout à fait raison de dire que si on veut faire exactement la même chose avec de la propulsion vélique, on va avoir un problème technologique, tout simplement. Aujourd'hui, évidemment,
le pétrole et les différents hydrocarbures qui transportent 90% des flux mondiaux sont finalement la structure, hein, le squelette de l'économie mondiale. Nous, sur les kites, c'est également très intéressant. Je crois qu'il faut différencier des approches technologiques. On a donc des apporteurs de technologie. Et je crois que chez Oceanwings, c'est en train largement d'en faire la démonstration de ce qui pourrait s'adapter à de l'existant. Alors, je crois qu'on peut citer également Yves Parlier et Beyond the Sea, qui fait un travail extraordinaire et remarquable sur cette technologie de kite ainsi que Airseas, utilisant des technologies Airbus notamment pour comprendre ces écoulements-là. Si la flotte mondiale était intégralement équipée de ces kites, on aurait quand même une réduction importante de son bilan carbone. 5 à 10% d'économie de carburant, c'est ça à peu près ? Il faudrait demander à Yves Parlier. Effectivement, on lit 5 à 10%, on lit 15% parfois. Ça dépend des allures, on le comprend. C'est déjà important. Des angles du vent. Donc voilà. Il y a effectivement, on pense qu'il faut aussi l'installer, mettre un treuil, probablement un technicien, mais c'est pas mon sujet. Il y a une approche qui est technologique, on le comprend. Donc on va trouver des technologies afin de marginalement baisser les émissions, puisque donc des chargeurs, des industriels choisiraient de le faire. Ou il y a une approche de marine marchande. Et c'est la nôtre, c'est de dire où est la valeur. Aujourd'hui, est-ce qu'on peut transporter des produits avec un taux de fret, donc un coût du transport qui sera un peu différent de ce qui se fait dans l'industrie, on va dire carbonée, hein, classique, conventionnelle. On n'est pas en train d'attendre une réglementation internationale ou des incitations qui viendraient dans cette flotte-là, qui est très largement dérégulée, qui continue d'avoir finalement cette capacité commerciale sur les mers. Nous, on a, alors je veux citer le groupe C'est Moi, par exemple, le chocolatier bien connu des Français, qui remplit nos cales à un taux de fret plus important chez nous, puisqu'ils peuvent utiliser de cette façon-là des cales qui sont mieux ventilées, qui donc un transport plus qualitatif, et ce label pour valoriser une origine qu'ils appellent... Est-ce que ça rend les produits plus chers à l'achat ? Pas nécessairement. Pas nécessairement, ça accompagne un positionnement commercial d'un producteur de cognac, de champagne. Le groupe Belco, qui fait des grandes origines de café et qui les source dans les grands pays, qui accompagne un mouvement dans le café de boire de la grande qualité, par exemple, de plus en plus et moins de quantité, se rend compte qu'en fait c'est très intéressant pour eux. Donc effectivement, il s'agit d'aller toucher des générations plus sensibles à cette transparence-là et utiliser des leviers commerciaux. Bien compris. Romain Gansart, je rebondis sur ce que disait Bertrand de Rennes. Alors c'est vrai, vous avez donné le chiffre. Aujourd'hui, c'est 90% des marchandises dans le monde qui transitent par la mer. Donc l'enjeu, il est évidemment énorme. Mais avec le tonnage, pardon, je suis un béotien, mais de vos bateaux, vous ne pouvez pas, de vos bateaux à voile, hein, vous ne pouvez pas fournir la réponse pour 90% des marchandises qui sont transportées aujourd'hui. Ça peut, ou alors dans quoi ? Alors on se projette en 2040 dans cette émission. On pourra y être ? Alors, le transport maritime, effectivement, hein, c'est 9 objets sur 10 qui est transporté avec le transport maritime. Ça reste quand même le moyen le plus performant. Hein, c'est 60 fois moins d'émissions de carbone que le transport aérien, par exemple. Mais c'est un gros pollueur. C'est 1 milliard de CO2 par an. Ça représente à peu près le pays de l'Allemagne. Maintenant, quand on regarde les technologies, si on regarde ce qui est intéressant, c'est de trouver les solutions du futur, en fait. Hein. Ce qui existe aujourd'hui sur tout ce qui a été mis en place, que ce soit de l'optimisation de coques, de l'air lubrification, etc., c'est des choses qui existent. Mais on voit très bien que même en les combinant, on ne dépassera pas 10%. Or, les enjeux, c'est 40% de réduction en 2030, 70% de réduction en 2050. Sur la propulsion éolienne, on peut faire un comparatif des solutions et autres, mais nous, par exemple, ce qu'on voit avec les Oceanwings, on peut aller jusqu'à 45% d'économie de carburant sur les bateaux. Quel que soit le tonnage ? Alors, ça dépend du bateau, du tonnage, des conditions de vent et de la vitesse, bien sûr. Ce qui est intéressant avec le nôtre, c'est qu'on peut multiplier les systèmes, donc augmenter la propulsion. Sur un bateau comme Canopée, par exemple, on est de l'ordre de 20 à 35% de réduction d'émissions. Donc, on a déjà des technologies qui sont en train de s'améliorer, mais on a des technologies qui commencent à être évoluées, abouties et qui apportent des premières solutions. Ce n'est pas la solution miracle. Tout le monde est en train de travailler dessus. Nous, on a une conviction dans l'hybridation pour accompagner l'existant, les contraintes actuelles des armateurs et répondre aux enjeux de pollution de la planète et répondre à leurs problématiques. Donc, quand vous parlez d'hybridation, ça veut dire qu'un cargo existant qui se propulse, j'imagine, au diesel, pourrait avoir des voiles d'appoint, c'est ça, et donc réduire assez largement sa consommation de carburant, c'est ça ? C'est déjà ce qu'on est en train de concevoir. Donc Canopée, ça a été une conception du cabinet d'architecture navale VPLP, où on fait ce type d'hybridation. Donc une propulsion, ce qu'on appelle une propulsion thermique, avec de l'apport éolien, mais c'est aussi vrai pour les carburants du futur.
On parle des différents carburants qui arrivent, qui ne sont pas encore tous matures, qui peuvent engendrer un surcoût. L'éolien reste extrêmement intéressant pour ce type de carburant, puisque de toute manière, pour l'armateur, ça lui permet d'économiser du carburant et donc de gagner en compétitivité. Bertrand de Rennes, je reviens vers vous. Ça suppose des investissements très lourds, de faire basculer le transport maritime de fret vers la voile massivement, hein. Oui, c'est sûr. Mais je ne vais pas rentrer dans les détails parce que je suis bien moins, ma qualification est moins dans ce domaine, mais à mon avis, je reviens sur ce que j'ai dit déjà. Avant qu'on arrive à faire naviguer les cargos à la voile, il faut qu'on accepte, par exemple, de recevoir du fret qui vient de l'autre bout du monde. Non pas l'avoir en 1 mois ou un mois et demi, l'avoir en 3 mois ou 4 mois, quoi. Je pense que c'est le frein majeur actuellement. Le temps de transport. Oui, parce que, comme vous le savez, quand un produit est manufacturé, par exemple en Chine, entre le moment où il sort de l'usine et le moment où il arrive sur le marché en France, c'est un produit qui ne rapporte pas. Donc, la personne ou la société qui l'a acquise et qui veut le revendre, elle est plutôt intéressée par un transport très rapide et en masse. Donc je pense que le frein majeur, pour moi, peut-être que je me trompe, mais je pense que le frein majeur n'est pas la technicité des matures, des gréements monumentaux qu'on va devoir mettre sur les cargos, mais c'est surtout le mode de vie actuel, l'exigence qu'ont les intervenants dans le commerce international. Oui, et au bout de la chaîne, notre exigence de consommateur, effectivement, qui souvent veut que tout soit disponible en un clic et livré dès le lendemain, si ce n'est pas possible dans la journée même. Alors, je voudrais vous entendre là-dessus, sur cette question du temps de transport, parce qu'évidemment, c'est majeur. Tout à fait. Si on considère toutes les marchandises qui sont transportées sur les mers, il est clair que différencier, valoriser est difficile. Hein, des chinoiseries, comme on dit, il est difficile d'en réduire le transit time, puisqu'effectivement l'équilibre est purement économique, d'essayer de baisser les coûts et d'avoir un temps de retour le plus rapide possible. Et en ça, donc, le commandant a tout à fait raison. J'essaie de bien vous comprendre. C'est-à-dire, sur ce marché-là, avec vos technologies, vous n'êtes pas compétitif sur le temps de transport. De 78 mètres qui transporte 1000 palettes de cognac, par exemple, ou 1000 palettes de cacao. Je vais prendre l'exemple de la route de New York. On le parcourt en 13 jours contre un transit time dans le conventionnel qui est de 9 jours. Donc on se rend compte qu'en fait, on n'a pas quelque chose qui est critique. On n'a pas quelque chose qui est fondamental en termes d'équilibre d'un produit spécifique que certains de valeur ajoutée qui veut lui-même se positionner sur un marché par une stratégie spécifique. Alors, il y a le transit time et le lead time, c'est-à-dire qu'on va rajouter le temps de transport maritime pur au temps de l'acheminement, du chargement, le temps où les conteneurs restent sur les terminaux. Et on se rend compte qu'auprès de nos chargeurs, je prends l'exemple là depuis Abidjan, par exemple, le groupe C'est Moi aujourd'hui a des lead time de l'ordre de 27 jours. Nous, on leur propose des lead time de l'ordre de 21 jours, parce qu'en fait, le transit time est quasiment celui du lead time, parce qu'on peut tout de suite décharger, tout de suite mettre à la circulation les produits. Donc en fait, on a à la fois des produits qui peuvent être transportés dans une meilleure qualité, dans des temps de transit finalement comparables, marginalement moins bons, mais regardez les voitures électriques. C'est pas de 1 à 3 mois. C'est pas de 1 à 3 mois. Pas du tout. C'est plus du tout au Magellan, le Scorbut, tout ça, etc. On n'est pas du tout dans un... notamment pour des raisons de routage et de meilleure connaissance, et puis pour la performance des navires, tout simplement, on est sur des choses qui sont assez marginales. Qui sont, voilà. Sur notre décarbonation, nous, on garantit plus de 95%. Par rapport à un navire de jauge équivalente ou par rapport à la flotte existante. Donc on est tout le temps à la voile et c'est aussi ça qui importe pour les clients. Et puis alors justement, moi le levier sur lequel je voudrais qu'on termine, Romain Gansart, c'est le levier des consommateurs. C'est-à-dire que la pression des consommateurs, elle est de plus en plus forte. Donc on peut imaginer que la chaîne qui amène à remplir un bateau, à le faire traverser un océan le plus vite possible, etc., elle va tenir compte de cette demande des consommateurs et donc l'importance d'un transport à la voile. Exactement. L'objectif à terme, c'est être capable de consommer localement, de consommer avec de la conscience environnementale. On voit très très bien par rapport à nos besoins du quotidien que ça va prendre du temps. D'être capable d'avoir ce système, cet écosystème performant environnementalement. En attendant,
C'est comment est-ce qu'on peut faire pour que les choses changent. Donc il y a le côté réglementaire, éventuellement des taxes carbone. L'Organisation maritime internationale est en train de mettre des réglementations à respecter, donc de la contrainte. Faire des économies de carburant pour les armateurs avec ce type de système. Donc ça, c'est pour les aider à le faire. Mais le plus important, c'est le consommateur final. Avoir de la pression, avoir des labels environnementaux pour pousser les affréteurs, les logisticiens, les armateurs, les industriels à avoir aussi une logistique verte dans leur approche. Oui, et avec peut-être des secteurs de consommation, d'activité qui vont vouloir être un peu les pionniers en la matière. Est-ce que vous pariez là-dessus, en quelque sorte ? Oui. Nous, on accompagne sur ce défi. On voit que parmi les pollueurs, on a à peu près tous les secteurs de transport maritime. Les secteurs dont on parle, ça va surtout être par exemple, les porte-conteneurs, quand on parle des grands groupes qui permettent de livrer nos achats sur Internet et autres. C'est des transports qui sont très intéressants parce que c'est des transports qui se déplacent rapidement, donc qui polluent pas mal et qui ont aussi beaucoup de contraintes en termes de temps de livraison aujourd'hui. Quand on apporte des propulsions auxiliaires en utilisant justement l'éolien, on leur permet de faire des économies significatives et donc de répondre aux attentes du consommateur de demain. Merci beaucoup, merci à tous d'avoir participé à ce débat ici en plateau et merci également à Bertrand de Rennes qui était avec nous en visioconférence. Merci à tous les trois.